Bonjour, ici Mathieu Gauvin. Bienvenue dans cette capsule philosophique intitulée « Socrate, ingénieur est-ce concept ?» Pour commencer, voici l'École d'Athènes. C'est un tableau peint par Raphaël, fameux peintre de la Renaissance italienne. Je vous invite à la regarder. Cette image nous montre les différentes écoles philosophiques de l'Antiquité grecque. Quand on cherche à comprendre ce qu'est la philosophie, il arrive un moment où l'on doit la distinguer des sciences, ce qui n'est pas une mince affaire. Car si la science est aujourd'hui distincte de la philosophie, rappelons-nous qu'il n'en fut pas toujours le cas. Les premiers scientifiques grecs furent des philosophes et inversement. Le premier philosophe, Thalès de Milet, avait une approche à la fois philosophique et scientifique. Philosophique, pourquoi? Parce qu'il cherchait à l'aide de sa raison seule un principe premier qui permettrait d'expliquer l'univers en changement. Scientifique, pourquoi? De par son objet de préoccupation, la nature. Chez les modernes, pensons à Newton, qui publia ses principes mathématiques de philosophie naturelle en 1687. Et oui, on parlait encore de philosophie naturelle pour parler de ce qu'aujourd'hui nous désignerions du nom de science de la nature. L'expression selon laquelle la philosophie est la mère de toutes les sciences tire son origine de là. Les sciences de la nature se sont progressivement détachées de la philosophie au fil des siècles, mais elles en sont issues. Au 20e siècle, les rapports entre philosophie et science ont été assez ambivalents. Devant les progrès spectaculaires de la science, certains ont jugé que la philosophie était morte, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus rien à dire sur le monde, littéralement. Les sciences et les technologies ont connu au 20e siècle, c'est évident, des progrès vraiment incroyables. La pensée qui consiste à dire « la philosophie ne peut répondre à rien, c'est la science qui répondra à toutes les questions », cette pensée-là, on l'appelle le scientisme. De son côté, parfois, la philosophie, au courant du 20e siècle, elle s'est intéressée aux sciences, parfois pas. Et parfois, on pourrait parler d'une histoire d'une indifférence commune. Vraiment, les rapports entre les deux ont été ambivalents. On sourit par contre à penser que, même aujourd'hui, quand quelqu'un termine un doctorat, par exemple, en génie électrique, eh bien, sur son doctorat, c'est écrit PhD, qui désigne notre personne comme étant docteur en philosophie. C'est quand même un peu ironique. Mais on peut se poser la question, si sous cette apparente ironie que notre ingénieur électrique est PhD, donc docteur en philosophie sur son CV, si sous cette apparente ironie, on ne trouvait pas là une sorte de comparaison qui pouvait s'avérer féconde entre science et philosophie. Et si on s'amusait un petit peu avec les concepts, on pourrait inverser la perspective et se demander dans quelle mesure être philosophe, c'est être aussi ingénieur, peut-être, d'une certaine façon. C'est cette comparaison entre philosophie et ingénierie que Simon Blackburn, philosophe britannique, a admirablement exploré dans l'ouvrage intitulé « Think, A Compelling Introduction to Philosophy », publié en 1999, en français « Penser, une irrésistible introduction à la philosophie », une traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat. Les ingénieurs étudient la structure des matériaux qui constitueront, par exemple, un futur pont. Un pont qui relierait, par exemple, la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent. À eux de déterminer quel matériau sera le meilleur. C'est un choix crucial, car, bien sûr, il déterminera la solidité, la fiabilité du pont. L'ingénieur a un impact concret dans la vie des gens en procédant de cette manière. Que fait le philosophe? Certes, on ne s'attend pas à ce que le philosophe se dirige en sarrau vers son laboratoire, et il est très possible qu'il ne connaisse pas toutes les subtilités du tableau périodique des éléments. Sa matière à lui, son expertise, ce sont les mots, plus précisément les concepts qui structurent et étendent notre pensée. Blackburn dit « De même que l'ingénieur étudie la structure des matériaux, le philosophe étudie la structure de la pensée. » Comment l'être humain pense-t-il? Est-ce que sa pensée est rationnelle? Est-ce que ses pensées sont bien structurées? Ou au contraire, sa pensée est-elle irrationnelle, confuse, mal ordonnée, menant tout droit à un cul-de-sac, le cul-de-sac de la double ignorance, ou si vous préférez, de l'ignorance qui s'ignore elle-même quand on pense savoir quelque chose alors qu'on n'en sait rien. Si on prend notre ingénieur qui voulait construire un pont entre la rive sud et la rive nord, imaginons un instant que son matériau de prédilection, ce soit le plâtre.
On imagine les morts, les blessés et tous ces gens frustrés de ne pas pouvoir se rendre au travail au moment où ils le désirent. L'ingénieur aurait pu choisir un autre matériau. Puisque c'est son expertise, on s'attend à ce qu'il améliore les choses, hein, pas qu'il les empire. Ben, de son côté, le philosophe, lui, comme il étudie la structure de la pensée, il se doit de nous proposer les bons concepts, les bonnes idées et la bonne manière de formuler aussi nos idées. Hein? C'est sa force. Si on réfléchit mal, si on ne prend pas le temps de réfléchir aux termes qu'on emploie, si on se précipite dans une pensée irréfléchie, eh bien, on risque de prendre des décisions tout autant irréfléchies. Pour illustrer ces idées, Simon Blackburn utilise le concept d'être humain qui est un objet d'étude privilégié en philosophie. Écoutons un peu ce qu'il a à nous dire. Beaucoup de gens qui réfléchissent sur la nature humaine pensent que nous sommes foncièrement égoïstes. Nous ne cherchons jamais que notre propre avantage, sans jamais réellement nous soucier des autres. Le souci apparent masque l'espoir d'un bénéfice futur. Le paradigme dominant des sciences sociales est l'homo economicus. L'homme économique ne pense qu'à lui, il est toujours en compétition avec les autres. Or, si les gens en viennent à penser que nous sommes tous toujours ainsi, leurs relations les uns avec les autres deviennent différentes. Elles deviennent moins confiantes, moins coopératives, plus soupçonneuses. Cela change la façon d'agir les uns avec les autres. Il y aura sûrement des coûts à payer. Ils trouveront plus difficile et, dans certaines circonstances impossibles, d'œuvrer en coopération. Ils peuvent bien se fourrer dans ce que le philosophe Thomas Hobbes a appelé d'une formule mémorable la guerre de tous contre tous. Sur le marché, parce qu'ils craindront de toujours se faire avoir, ils subiront des coûts de transaction élevés. Si mon attitude est qu'un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit, je devrais payer des juristes pour mettre au point des contrats avec des sanctions. Et si je ne fais pas confiance à ces derniers pour autre chose que pour empocher leurs honoraires, je devrais faire vérifier les contrats par d'autres avocats et ainsi de suite. Mais tout cela pourrait bien reposer sur une méprise philosophique consistant à regarder une motivation humaine à travers le mauvais ensemble de catégories au risque de se méprendre sur sa nature. Peut-être les gens peuvent-ils se soucier les uns des autres, ou tout au moins de faire ce qui leur revient ou de tenir leurs promesses. Pour peu que l'on mette sur la table une image de soi plus optimiste, peut-être les gens peuvent-ils être à la hauteur. Dès lors, leurs vies s'amélioreront. Aussi, ce travail de réflexion consistant à dégager les bonnes catégories pour comprendre la motivation humaine est-il une tâche pratique, et je souligne pratique, importante. Loin d'être confinée à l'étude, celle-ci va bien au-delà. On va essayer de reprendre à notre compte la réflexion de Simon Blackburn autour de l'être humain. Selon lui, du moins, selon la conception qu'il nous rapporte, l'être humain serait foncièrement égoïste, il ne pense qu'à lui, il ne fonctionne qu'en fonction de la satisfaction de son amour-propre. C'est un être égoïste, sans pitié. On voit l'image. Prenons, pour illustrer encore une fois cette idée, la fameuse question des armes à feu aux États-Unis. C'est un sujet dont on entend souvent parler. Malheureusement, ça revient dans les médias constamment. Il y a des fusillades, il y en a très, très régulièrement aux États-Unis. Il y a des milliers de gens qui meurent chaque année à cause de ces fameuses armes à feu. C'est sûr que si on vit dans une société où l'on est convaincu que tout le monde est égoïste, tout le monde ne cherche qu'à satisfaire son intérêt, qu'au fond, l'être humain est foncièrement méchant, vil, c'est évident que dans un tel climat, on peut penser que c'est justifié d'avoir une arme, puisqu'on conçoit l'autre comme un ennemi potentiel, si ce n'est pas carrément comme un ennemi. Dans un tel contexte où on conçoit l'être humain de cette façon très précise, il est évident qu'on peut se sentir plus en sécurité si on possède une arme. Et pensez-y un instant. Si vous voyez vraiment l'être humain comme ça et que vous voyez quelqu'un rôder sur votre terrain, chez vous, autour de votre maison, eh bien, il y a plus de chances que vous décidiez de sortir votre arme pour aller menacer cette personne. Et comme vous êtes convaincu en plus que cette personne est mauvaise et qu'elle ne cherche qu'à vous nuire, il y a plus de chances que vous l'abattiez et donc que la violence continue. Le travail d'un ingénieur conceptuel, si vous voulez, ou le travail du philosophe, de celui ou celle qui réfléchit aux choses, et peut-être de changer notre perspective ici, et de se demander si de cette conception de l'être humain ne découle pas trop de conséquences malheureuses. Curieusement,
Quand on voit l'être humain comme étant fondamentalement mauvais, comme dans l'exemple que je vous ai donné, avec la personne qui va tirer sur le maraudeur, sur la personne qui est sur l'intrus, sur son terrain, sur sa propriété, bien, curieusement, quand on a une telle conception, cette conception a tendance à se renforcer par elle-même. Hein? Je tire sur cette personne, je la tue, je la blesse. Quel message s'envoie au restant de la société? C'est qu'il y a de plus en plus de violence. Les gens enregistrent cette information, enregistrent surtout que l'être humain est dangereux et qu'il faut réagir à ça. Et finalement, ça entraîne d'autres dérives sécuritaires. Les gens achètent encore plus d'armes pour se protéger et on voit que finalement, d'une conception des choses, d'un produit de notre pensée, il y a des conséquences réelles très importantes qui découlent. Alors, Simon Blackburn nous dit « Ce que l'on pense de ce que l'on fait affecte la manière de le faire. Ce que l'on pense peut orienter notre recherche, nous dicter notre attitude envers les gens qui font les choses autrement ou même toute notre vie.